Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le soleil du mardi matin filtrait à travers les stores vénitiens de la maison des Anderson, projetant des ombres géométriques sur le parquet que Sarah avait insisté pour faire installer 3 ans auparavant. Michael Anderson se tenait au comptoir de la cuisine, préparant méthodiquement son petit déjeuner habituel, 2 œufs sur le plat, du pain complet grillé et un café noir. Sa femme depuis 12 ans évoluait autour de lui avec l'efficacité maîtrisée d'une femme qui avait perfectionné sa routine matinale depuis longtemps. N'oublie pas, le rendez-vous avec les Henderson est déplacé à 15h30, lança Sarah depuis le salon où elle rassemblait ses documents pédagogiques pour l'école élémentaire de Maple Grove. Sa voix portait cette chaleur familière qui avait d'abord attiré Michael, il y a tant d'années, dans le café du centre-ville où ils s'étaient rencontrés. Et ce sera tard ce soir, réunion du corps enseignant sur les nouvelles normes du programme. Michael hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Tu prendras quelque chose pour le dîner alors ? Chinois de chez Wong, parfait, tu sais ce que j'aime. Il le savait, en effet. Après 12 ans, il savait qu'elle préférait le Hello Mine au riz frit, qu'elle commandait toujours des biscuits de fortune en supplément même si elle ne les mangeait jamais, et qu'elle avait l'habitude de lire les prédictions à haute voix d'une voix qu'elle considérait comme mystique. Ces petites intimités étaient les fils qui tissaient leur mariage, insignifiants individuellement, mais créant une tapisserie de vie partagée que Michael chérissait presque plus que tout. À 35 ans, Michael avait atteint ce que beaucoup considéraient comme le rêve américain. Son cabinet de conseil financier servait certaines des entreprises les plus prospères d'Austin, au Texas, et sa réputation pour redresser des sociétés en difficulté lui avait valu le respect dans toute la région. La maison de style colonial à Cedar Park représentait tout ce pour quoi il avait travaillé, stabilité, succès et une fondation pour la famille qu'il avait toujours prévu d'agrandir avec Sarah. Cette dernière apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et Michael ressentit ce frisson familier d'appréciation pour la beauté naturelle de sa femme. À 32 ans, elle conservait la même silhouette élancée et le même sourire éclatant qui avait attiré son attention à 20 ans. Ses cheveux auburn étaient tirés en une queue de cheval professionnelle, et elle portait une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts. Elle incarnait parfaitement l'enseignante dévouée, accessible, attentionnée et engagée à façonner les jeunes esprits. « Passe une bonne journée, chérie, dit-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour lui embrasser la joue. En le faisant, Michael aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter. « Quand as-tu fait ça » demanda-t-il doucement, attrapant son poignet. Sarah baissa les yeux sur le petit tatouage délicat du chiffre 14, écrit en une élégante écriture cursive, juste au-dessus de son pouls. « Oh, ça ? Je l'ai fait hier après l'école. Ça te plaît ?» Michael examina le tatouage de plus près, l'encre était encore légèrement en relief, confirmant sa nouveauté. Le chiffre était magnifiquement rendu dans une police fluide, presque calligraphique. C'est inattendu. Tu n'as jamais mentionné vouloir un tatouage. Le sourire de Sarah devint doux et romantique. Je voulais te faire une surprise. Le 14 octobre, le jour où nous nous sommes rencontrés, tu te souviens ? J'ai pensé que ce serait une manière douce de commémorer la date la plus importante de ma vie. Michael ressentit une chaleur envahir sa poitrine. Après des années de mariage et une routine inévitable, Sarah pouvait encore le surprendre avec des gestes qui lui rappelaient pourquoi il était tombé amoureux d'elle. C'est incroyablement attentionné. C'est magnifique. Je suis content que ça te plaise. J'étais un peu nerveuse de ta réaction, admit-elle, jetant un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. Je dois vraiment y aller, les conférences avec les parents commencent tôt aujourd'hui. Ils échangèrent un autre baiser rapide, et Michael la regarda depuis la fenêtre tandis qu'elle reculait sa Honda Accord argentée hors de l'allée. Elle lui fit un signe de la main avant de s'engager sur Meadowbrook Drive, et il répondit en pensant à la chance qu'il avait de partager sa vie avec quelqu'un qui se souvenait encore et célébrait le jour de leur rencontre. Le reste de sa matinée se déroula avec l'efficacité caractéristique de Michael. Il se targuait d'être organisé et ponctuel, des qualités qui lui avaient bien servi en affaires et, croyait-il, dans son mariage. Il consulta des dossiers de clients pendant son trajet vers le centre-ville d'Austin, répondit à des appels entre les réunions et parvint à caser un déjeuner de travail avec un client potentiel. À 14 heures, il était en avance sur son emploi du temps et satisfait de sa productivité. C'est en se rendant à son rendez-vous reprogrammé de 15h30 avec les Henderson, un couple de retraités cherchant des conseils en planification successorale, que la journée bien ordonnée de Michael prit une tournure inattendue.
L'indicateur de température de sa BMW commença à grimper dans la zone rouge alors qu'il passait devant les boutiques et restaurants éclectiques du sud d'Austin. Lorsqu'il s'arrêta dans le parking d'un petit centre commercial, de la vapeur s'échappait dessous le capot. Michael appela l'assistance routière et on lui indiqua qu'il faudrait au moins 45 minutes avant qu'une dépanneuse puisse arriver. Il contacta les Henderson pour reporter, puis observa les environs pour trouver un endroit où attendre. La plupart des commerces semblaient fermés ou presque vides, une boutique de vêtements vintage, une librairie d'occasion et, au bout du centre commercial, un salon de tatouage appelé Ink Dream. L'enseigne extérieure du salon était artistiquement conçue, avec un lettrage audacieux et des volutes complexes suggérant à la fois professionnalisme et créativité. À travers les grandes vitres, Michael pouvait voir des murs blancs immaculés décorés d'œuvres encadrées et un comptoir où un homme au bras lourdement tatoué semblait travailler sur des documents. Michael n'avait jamais sérieusement envisagé de se faire tatouer, mais il se sentit curieux du processus, surtout à la lumière de la surprise de Sarah. Il poussa la porte, déclenchant une douce sonnerie, et entra dans un environnement qui démentait ses préjugés sur les salons de tatouage. L'espace était impeccablement propre et bien éclairé, avec une odeur de désinfectant mêlée de notes de cuir et d'encre. Les murs affichaient des centaines de dessins de tatouage, organisés par catégories, motifs tribaux, portraits, scènes de nature et textes comme celui que Sarah avait choisi. Une musique rock douce jouait à un volume conversationnel, et l'atmosphère générale rappelait davantage un salon haut de gamme qu'un parloir sombre et intimidant. « Je peux vous aider ?» L'homme derrière le comptoir leva les yeux de ses papiers. Il semblait avoir une quarantaine d'années, avec une barbe soigneusement taillée et des yeux bruns intelligents. Ses bras étaient couverts de tatouages colorés qui semblaient raconter des histoires, une rose des vents, un voilier, ce qui ressemblait à des coordonnées et diverses phrases dans différentes écritures. « Ma voiture est tombée en panne dans votre parking », expliqua Michael. « J'ai appelé une dépanneuse, mais j'ai environ 1 heure d'attente. J'espère que ça ne dérange pas si je reste ici quelques minutes. » « Pas de problème du tout. Je m'appelle Jake Rivers, je suis le propriétaire. » Jake tendit la main, et Michael fut frappé par la fermeté de sa poignée de main et la sincérité dans sa voix. « Michael Anderson, enchanté de vous rencontrer. Que faites-vous dans la vie ? » Conseil financier. J'aide les entreprises à mettre de l'ordre dans leurs finances, à planifier leur croissance, ce genre de choses. Michael désigna les œuvres sur les murs. C'est une belle installation que vous avez là. Très professionnelle. Le visage de Jake s'illumina de fierté. Merci. Ça fait 8 ans que je construis cette affaire. J'ai commencé en travaillant pour quelqu'un d'autre, mais j'ai toujours su que je voulais mon propre endroit, un lieu qui changerait les perceptions sur ce qu'un salon de tatouage pouvait être. Michael se trouva sincèrement intéressé par l'histoire de Jake. Il y avait quelque chose d'attirant dans la passion de cet homme pour son métier et son dévouement évident à l'excellence. On dirait que vous avez réussi. Ma femme a eu son premier tatouage hier, et en voyant votre travail, j'aimerais qu'elle vous ait trouvé à la place. Oh, vraiment ? Qu'a-t-elle choisi ? Juste le chiffre 14, petit, sur son poignet. C'est la date où nous nous sommes rencontrés. Michael ne put s'empêcher de sourire en parlant. Elle m'a surpris avec ça. Après 12 ans de mariage, c'est agréable de savoir qu'elle pense encore à ce genre de choses. Quelque chose changea dans l'expression de Jake, un changement subtil que Michael faillit ne pas remarquer. Les yeux de l'artiste tatoueur se détournèrent un instant, et quand ils revinrent sur le visage de Michael, il y avait une réserve qui n'était pas là auparavant. « C'est vraiment mignon, » dit Jake, mais sa voix avait perdu une partie de sa chaleur initiale. Le 14, hein. Le 14 octobre, le jour où nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Michael étudia le visage de Jake, sentant que quelque chose clochait, mais incapable d'identifier quoi. « Ça va ? On dirait que quelque chose vous préoccupe. » « Non, non, je vais bien. Je pensais juste à autre chose. » Jake se tourna vers ses papiers avec une détermination évidente. « Alors, le conseil financier, ça doit être un travail intéressant. » La conversation se poursuivit, mais Michael remarqua que Jake semblait distrait, jetant occasionnellement un regard vers lui avec une expression qui pouvait être de l'inquiétude ou de la confusion. Quand la dépanneuse arriva enfin, Jake sembla presque soulagé de voir Michael partir. Ce soir-là, Michael rentra chez lui pour trouver Sarah déjà là, corrigeant des copies à la table de la salle à manger. Elle leva les yeux avec un sourire lorsqu'il entra, et il fut de nouveau frappé par sa beauté et par la chance qu'il avait de rentrer chez elle tous les jours. «
Comment s'est passée la réunion du corps enseignant demanda-t-il, embrassant le sommet de sa tête. Oh, tu sais comment sont ces réunions, beaucoup de discussions sur de nouvelles procédures et peu de substance. Elle leva son poignet gauche où le tatouage 14 était clairement visible. Comment va ma petite surprise aujourd'hui? Toujours magnifique, dit Michael, bien qu'en le regardant maintenant, il se surprit à penser à la réaction étrange de Jake. Où l'as-tu fait faire, d'ailleurs? Dans un endroit en ville. Très propre, très professionnel. L'artiste était vraiment talentueux. La réponse de Sarah fut rapide et assurée. Michael hocha la tête, repoussant le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas tout à fait. Il faisait entièrement confiance à Sarah, leur mariage était bâti sur l'honnêteté et le respect mutuel. Si elle disait que le tatouage représentait leur date de rencontre, alors c'était ce que cela signifiait. La réaction de Jake n'était probablement qu'un de ces moments sociaux aléatoires qui semblaient significatifs mais qui, en réalité, ne voulaient rien dire. Ils partagèrent un repas chinois à emporter et regardèrent un documentaire sur les récifs coralliens que Sarah avait enregistré. C'était une soirée parfaitement ordinaire, du genre qui avait défini leur mariage pendant plus d'une décennie. Pourtant, alors que Michael était allongé dans son lit cette nuit-là, écoutant la respiration régulière de Sarah à ses côtés, son esprit revenait au visage de Jake lorsqu'il avait mentionné le chiffre 14. Le lendemain matin apporta ses propres distractions, une crise avec les comptes d'un client majeur qui nécessitait une attention immédiate, et Michael repoussa l'incident au salon de tatouage au fond de son esprit. Il avait des choses plus importantes à gérer que la réaction d'un étranger à une conversation anodine. Ce n'est que le week-end suivant, alors que Sarah était partie faire des courses avec sa sœur, que Michael se retrouva avec du temps pour réfléchir. Il organisait leur bureau à domicile, classant des relevés bancaires et mettant à jour leur budget domestique, quand il tomba sur leurs albums photos. Sur une impulsion, il sortit l'album de leur début ensemble. Il feuilleta les pages de souvenirs, leurs premières vacances ensemble à Galveston, l'anniversaire de Sarah dans un restaurant qui avait depuis fermé, des fêtes de fin d'année avec des amis qui avaient déménagé depuis. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait, des photos des débuts de leur relation. Michael étudia les images avec soin, essayant de repérer le moment exact où leur connaissance occasionnelle s'était transformée en quelque chose de plus. Il se souvenait clairement de la rencontre au café, Sarah lisait un livre sur la théorie éducative, et il avait été autant frappé par son intelligence que par sa beauté. Ils avaient parlé pendant 2 heures de tout, des méthodes d'enseignement aux rêves de voyage. Mais quand était-ce exactement? Michael sortit son téléphone et fit défiler son calendrier numérique, remontant 12 ans en arrière. Il avait toujours été méticuleux pour noter les dates et rendez-vous importants, même avant que les smartphones ne facilitent cela. Enfin, il le trouva, une note qu'il avait écrite pour lui-même le lendemain de sa rencontre avec Sarah. Café avec la belle enseignante demain, 12 septembre. 12 septembre. Michael fixa l'écran, ressentant une sensation froide dans son estomac. Il vérifia à nouveau, faisant défiler les dates environnantes pour s'assurer qu'il n'avait pas fait d'erreur. Non, c'était là, clairement indiqué. Leur premier rendez-vous au café avait eu lieu le 12 septembre, pas le 14 octobre. Il s'adossa à sa chaise de bureau, essayant de donner un sens à cette incohérence. Peut-être que Sarah avait confondu les dates. Après tout, cela faisait 12 ans, et les souvenirs des gens ne sont pas parfaits, surtout pour des dates précises. Peut-être pensait-elle à leur premier rendez-vous officiel, ou à la première fois qu'ils s'étaient dit « je t'aime », ou à un autre jalon important. Mais même en essayant de rationaliser l'erreur, Michael se surprit à repenser à la réaction de Jake au salon de tatouage. L'homme avait semblé réellement perturbé quand Michael avait mentionné le chiffre 14 et sa prétendue signification. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer une telle réaction? Michael referma l'album photo et resta assis dans le bureau silencieux, entouré des documents financiers et des systèmes d'organisation qui lui avaient toujours apporté du réconfort. Tout dans sa vie professionnelle avait du sens, les chiffres s'additionnaient, les comptes s'équilibraient, et les problèmes avaient des solutions. Son mariage avait toujours semblé pareil, stable, prévisible et bâti sur une fondation de vérité et de confiance. Alors pourquoi une simple incohérence sur une date semblait-elle être le début de quelque chose de beaucoup plus grand et troublant? Le bruit de la voiture de Sarah dans l'allée interrompit ses pensées. Michael rangea rapidement l'album photo et revint à sa feuille de calcul budgétaire, mais les questions persistaient. Alors que Sarah lançait un joyeux salut depuis le couloir, Michael se surprit à l'observer avec des yeux nouveaux, cherchant des indices pour un puzzle dont il n'était même pas sûr qu'il existait. « Les courses se sont bien passées » demanda-t-il lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, des sacs de courses à la main.
Super, répondit-elle. J'ai trouvé quelques nouvelles choses pour l'école. Elle leva à nouveau son poignet, comme elle l'avait fait fréquemment depuis qu'elle avait le tatouage. Ça cicatrise tellement bien, je suis vraiment contente du résultat. Michael hocha la tête et sourit, jouant le rôle du mari soutenant, mais à l'intérieur, une nouvelle voix posait des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser auparavant, des questions sur des dates, des tatouages et les réactions étranges d'hommes qu'il venait de rencontrer. Des questions sur la solidité de la fondation de confiance sur laquelle il avait construit son mariage. La révélation sur l'incohérence de la date occupa les pensées de Michael tout au long de la semaine suivante. Il se surprit à observer Sarah avec l'esprit analytique qui avait fait son succès en affaires, cherchant des schémas et des incohérences qu'il avait précédemment négligés. Ce qu'il découvrit le troubla davantage que la confusion initiale sur les dates. L'emploi du temps de Sarah, qu'il n'avait jamais questionné auparavant, commençait à sembler étrangement flexible pour quelqu'un ayant un poste d'enseignante structuré. Elle mentionnait fréquemment rester tard pour des réunions sur le programme ou des conférences avec les parents, mais lorsqu'il avait appelé le bureau principal de l'école la veille pour laisser un message, la secrétaire avait mentionné que la plupart des enseignants étaient partis avant 16 heures. Sarah rentrait rarement à la maison avant 18h30. Le jeudi soir, Michael prit une décision qui lui semblait à la fois rationnelle et profondément troublante. Il retournerait au salon de tatouage de Jake Rivers et aurait une conversation directe sur ce qui avait causé la réaction étrange de l'homme. L'incertitude le rongeait, et il avait bâti sa carrière sur la collecte d'informations et la prise de décisions éclairées. « Je vais travailler tard ce soir », dit-il à Sarah au petit déjeuner du vendredi matin. Le dossier Henderson est plus compliqué que prévu. Oh, pas de souci, je vais peut-être dîner avec Jessica de toute façon. On parlait d'essayer ce nouveau restaurant thaï. La réponse de Sarah fut facile, sans hésitation, mais Michael se demanda si Jessica existait vraiment ou si c'était une autre fiction commode. À 17h30 ce soir-là, Michael se gara de l'autre côté de la rue Ding Dream et observa le salon de tatouage à travers son pare-brise. Le salon semblait animé, plusieurs clients visibles à travers les grandes vitres et Jake passant d'un poste à l'autre. Michael attendit que le flux de clients ralentisse, puis traversa la rue et poussa la porte d'entrée. Jake leva les yeux de son nettoyage d'un pistolet à tatouer et se raidit immédiatement en voyant Michael. « Et, encore un problème de voiture ? » ?»« Non, en fait, je voulais parler de quelque chose. » Michael s'approcha du comptoir, notant combien le langage corporel de Jake était devenu défensif. « À propos de ce que j'ai mentionné l'autre jour, le tatouage de ma femme. Écoute, mec, je ne sais pas ce que tu penses, mais... Je pense que tu sais quelque chose sur le chiffre 14 que j'ignore, dit Michael, gardant une voix calme et professionnelle, le même ton qu'il utilisait avec des clients réticents. Et je pense que quoi que ce soit, j'ai besoin de le savoir. Jake jeta un coup d'œil autour du salon, vérifiant qu'ils étaient seuls, sauf pour un client en train de se faire tatouer dans une pièce à l'arrière avec un autre artiste. Il sembla lutter intérieurement pendant un long moment avant de soupirer lourdement. Tu as l'air d'un mec bien, Michael, et ce que je vais te dire va faire mal. Dis-le-moi quand même. Jake posa le pistolet à tatouer et s'appuya contre le comptoir. Ta femme, Sarah, c'est ça ? Elle vient ici depuis environ 2 ans. Pas pour des tatouages, du moins pas au début. Michael sentit son estomac se serrer. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai une pièce privée à l'arrière. Parfois, les gens veulent de l'intimité pour des tatouages intimes ou pour des cicatrices, ce genre de choses. Sarah a commencé à utiliser cette pièce pour d'autres raisons. Quelles autres raisons ? La réticence de Jake était palpable. Elle amenait des hommes ici. Différents hommes. Ils utilisaient la pièce pendant peut-être 1 heure, puis partaient. Toujours en payant en liquide pour la location de la pièce, toujours très discrètement. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais elle payait bien, et honnêtement, ce que font des adultes consentants ne me regarde pas vraiment. Les mots frappèrent Michael comme des coups physiques. Combien d'hommes ? C'est là que le 14 entre en jeu. Quand elle a fait ce tatouage la semaine dernière, elle a dit que c'était son chiffre porte-bonheur, qu'il représentait toutes les bonnes expériences qu'elle avait eues dans cette pièce. La voix de Jake était à peine audible. Je suis désolé, mec, vraiment. Michael s'agrippa au bord du comptoir, luttant contre des vagues de nausée et de rage. À quelle fréquence ? Habituellement 1 fois par semaine, parfois 2. Toujours en après-midi en semaine. Jake secoua la tête. Écoute, je sais que c'est horrible. Mais tu avais besoin de savoir. Elle est encore venue mercredi, en fait.
Mercredi, le jour où Sarah avait prétendu être à une réunion du corps enseignant sur l'adoption de nouveaux manuels. Michael se redressa, son esprit passant déjà en mode analytique qu'il avait servi dans d'innombrables crises professionnelles. La dévastation émotionnelle viendrait plus tard. Pour l'instant, il avait besoin d'informations. « Jake, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si elle revient, si elle amène quelqu'un d'autre ici, j'ai besoin que tu m'appelles. » Michael sortit sa carte de visite et écrivit son numéro de portable personnel au dos. « Tu peux faire ça ? » ?»« Ouais, je peux faire ça. » Michael quitta le salon de tatouage avec le sentiment de naviguer dans un monde différent de celui qu'il habitait une heure plus tôt. Tout semblait pareil, le centre commercial, la circulation, le ciel du soir. Mais la fondation de sa réalité avait fondamentalement changé. Il rentra chez lui dans un état de choc maîtrisé, son esprit déjà en train de formuler des plans. En arrivant dans son allée, il avait pris une décision qui le surprit par sa clarté et sa froideur, il ne confronterait pas Sarah immédiatement. Au lieu de cela, il rassemblerait des preuves irréfutables de sa trahison, et ensuite il détruirait sa vie aussi systématiquement et complètement qu'elle avait détruit sa confiance. Sarah était déjà à la maison, fredonnant dans la cuisine en préparant ce qui semblait être un dîner simple pour une personne. Elle leva les yeux avec un sourire éclatant lorsqu'il entra. « Tu es plus tôt que prévu. » « Comment s'est passée la réunion Henderson ? » ?»« Productive, » dit Michael, étonné de la normalité de sa voix. « Et le dîner avec Jessica ? » ?»« Oh, on a fini par reporter. Elle avait un truc familial qui s'est présenté. » Sarah se dirigea vers le réfrigérateur. « Je peux préparer quelque chose rapidement si tu as faim. » Une autre mensonge, livré avec une aisance parfaite. Michael se demanda combien de centaines de déceptions similaires il avait acceptées sans question au cours des 2 dernières années. Pas très faim. Je pense que je vais juste travailler dans le bureau un moment. Tu travailles trop, dit Sarah, la même plainte affectueuse qu'elle avait faite d'innombrables fois auparavant. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour lui embrasser la joue, et Michael se força à ne pas s'écarter. Dans son bureau, Michael ouvrit son ordinateur portable et entama l'enquête la plus importante de sa carrière. Il commença par leur compte bancaire commun, téléchargeant 2 ans de relevés et les important dans une feuille de calcul. Utilisant des techniques de filtrage avancées qu'il avait apprises pour analyser les finances des entreprises, il commença à chercher des schémas. Ce qu'il trouva était accablant, des frais réguliers dans des restaurants où il n'était jamais allé, toujours en après-midi en semaine, des charges d'hôtel, non pour des séjours prolongés, mais pour des après-midi dans des établissements clairement destinés à des locations à l'heure. Des achats d'essence dans des stations près du salon de tatouage, des retraits d'argent correspondant au calendrier de location de la pièce de Jake. Les preuves financières dressaient un tableau clair d'une tromperie systématique. Sarah avait financé sa double vie avec leur argent commun, faisant essentiellement payer à Michael sa propre trahison. Pendant le week-end, tandis que Sarah corrigeait des copies et planifiait des leçons, Michael entama la phase 2 de son enquête. Il rechercha des enquêteurs privés à Austin, cherchant quelqu'un ayant de l'expérience dans les cas d'infidélité conjugale. L'ironie ne lui échappait pas, il utilisait la même approche méthodique qu'il avait utilisée pour enquêter sur les irrégularités financières d'un partenaire commercial. Le lundi matin, il rencontra Rebecca Martinez, une ancienne détective de police qui dirigeait maintenant un service d'investigation privé. Son bureau était professionnel mais sans prétention, situé dans un immeuble du centre-ville abritant des avocats, des comptables et d'autres professionnels traitant des secrets des gens. « J'ai besoin de tout savoir », dit Michael après avoir expliqué la situation de base. Où elle va, qui elle voit, ce qu'elle fait. J'ai besoin de preuves photographiques et d'une documentation détaillée. Rebecca l'étudia de l'autre côté de son bureau. C'était une femme dans la cinquantaine, avec des yeux intelligents et la manière directe de quelqu'un que peu de faiblesses humaines pouvaient surprendre. « Monsieur Anderson, je dois vous demander, quel est votre objectif final ? Parce que si vous planifiez quoi que ce soit d'illégal. » Rien d'illégal, assura Michael. Je planifie un divorce. Je veux m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour protéger mes intérêts légalement. Le Texas est un État sans faute pour le divorce, mais les preuves d'infidélité peuvent encore influencer la division des biens et les décisions de pension alimentaire, reconnut Rebecca. Surtout s'il y a des preuves de dissipation des actifs conjugaux. Il y en a, Rebecca hocha la tête. Vous aurez besoin d'un acompte et de quelques informations de base sur les horaires et les habitudes de votre femme. Je peux avoir des résultats préliminaires d'ici une semaine. Michael signa le chèque sans hésiter. L'acompte était substantiel,
plus qu'il n'avait dépensé pour quoi que ce soit hormis la maison et les voitures, mais il le considérait comme un investissement dans sa future liberté. Ce soir-là, il commença la partie la plus difficile de son enquête, devenir un observateur attentif de sa propre femme. Il démarra un journal détaillé, enregistrant chaque conversation, chaque rendez-vous prétendu, chaque petite incohérence entre ce que Sarah disait et ce qu'il pouvait vérifier. Les entrées du journal devinrent rapidement un catalogue de mensonges. Mardi 15 mars, Sarah a prétendu une réunion du corps enseignant jusqu'à 18 h. Le site de l'école indique que les réunions du corps enseignant ont lieu le premier lundi de chaque mois uniquement. Mercredi 16 mars, Sarah a dit avoir déjeuné avec une collègue enseignante, Mary Collins, appelée l'école. Mary Collins était absente, malade de la grippe. Vendredi 18 mars, Sarah a mentionné rester tard pour donner des cours particuliers à un élève en difficulté, demander des informations sur les heures supplémentaires. Elle a dit qu'il n'y en avait pas, vérifier le compte bancaire, aucun dépôt pour des services de tutorat. Chaque entrée était datée, horodatée et croisée avec des relevés bancaires lorsque possible. Michael aborda la documentation avec la même précision qu'il apportait aux audits financiers, construisant un dossier inattaquable de tromperie. Une semaine plus tard, Rebecca appela avec son premier rapport. Ils se rencontrèrent dans un café du centre-ville, pas celui où il avait rencontré Sarah, mais un endroit plus récent qui semblait suffisamment neutre. « Votre femme a une liaison », dit Rebecca sans préambule, glissant une enveloppe en craft sur la table. En fait, plusieurs liaisons. Michael ouvrit l'enveloppe pour trouver des photographies haute résolution qui confirmaient ses pires craintes et les dépassaient. Sarah quittant des hôtels avec différents hommes, Sarah embrassant un homme dans le parking d'un restaurant, Sarah entrant par la porte arrière d'Ink Dream avec quelqu'un qui n'était pas Michael. « Combien d'hommes » demanda-t-il, la voix stable malgré le tumulte dans son estomac. « J'ai documenté 3 hommes différents au cours de la semaine dernière. D'après les schémas, il y en a probablement d'autres. » Rebecca consulta ses notes. L'un semble être un collègue enseignant, je l'ai suivi jusqu'à l'école élémentaire de Maple Grove. Un autre est d'âge moyen, conduit une BMW, travaille au centre-ville d'après ses habitudes de stationnement. Le troisième est plus jeune, peut-être la mi-vingtaine, semble être sans emploi ou travailler à des horaires irréguliers. Michael étudia les photographies avec un détachement clinique. L'homme qu'il ne reconnaissait pas lui semblait vaguement familier, mais il ne pouvait pas le situer. L'enseignant, il le connaissait assurément, David Chen, qui était venu à plusieurs événements scolaires chez eux. Le plus jeune homme déclencha un souvenir qui lui glaça le sang. « Pouvez-vous me fournir une meilleure photo de celui-ci » demanda-t-il, pointant le plus jeune homme. « Bien sûr. Voulez-vous que je continue la surveillance ? » ? « Oui, je veux tout documenter. Chaque rencontre, chaque lieu, chaque personne. » Michael marqua une pause, puis ajouta « Et je veux savoir si elle est imprudente d'autre manière, financièrement, en matière de santé, tout ce qui pourrait m'affecter légalement. » Rebecca hocha la tête. « Ça élargira l'enquête. Donnez-moi une autre semaine. » Cette nuit-là, Michael resta éveillé à côté de Sarah, écoutant sa respiration paisible et s'émerveillant de la manière dont elle avait totalement compartimenté sa double vie. Elle ne montrait aucun signe de culpabilité, aucun indice de l'anxiété qui le consumait. Si quoi que ce soit, elle semblait plus affectueuse ces derniers temps, plus attentive à ses besoins. Il lui vint à l'esprit qu'elle surcompensait peut-être, essayant d'apaiser une culpabilité qu'elle ne pouvait pas entièrement réprimer. Ou peut-être était-elle simplement une sociopathe, capable de tromper sans conscience. Dans tous les cas, la femme dormant à ses côtés n'était pas celle qu'il pensait avoir épousée. 10 jours plus tard, le deuxième rapport de Rebecca arriva avec des preuves photographiques qui rendaient ses pires suppositions optimistes. Sarah ne se contentait pas d'avoir des liaisons, elle menait ce qu'on ne pouvait décrire que comme une campagne systématique d'infidélité. « Votre voisin d'en face » dit Rebecca, pointant une photo de Sarah entrant dans une maison que Michael reconnut. Tom Henderson, qui séjourne chez ses parents pendant qu'il traverse son divorce. Michael fixa la photo. Tom Henderson, dont il avait aidé les parents pour la planification successorale, un homme avec qui il avait partagé des bières lors de barbecues de quartier. Et celui-ci, vous le reconnaîtrez certainement. Rebecca produisit une autre photo qui fit involontairement serrer les poings de Michael. C'était Sarah avec Marcus Webb, son meilleur ami depuis l'université, son partenaire de golf, le témoin à leur mariage. « Jésus » murmura Michael. « Il y a plus » dit Rebecca, son expression professionnelle mais compatissante. « Votre femme semble suivre un schéma très spécifique.
Elle cible des hommes soit émotionnellement vulnérables. L'enseignant traverse une bataille pour la garde, le voisin est fraîchement divorcé ou soit des hommes qui ont un lien personnel avec vous. Vous pensez qu'elle fait ça délibérément, choisissant des gens que je connais? Je pense que votre femme aime le risque et le contrôle. Le chiffre 14 pourrait représenter ses conquêtes, mais je soupçonne que le vrai frisson réside dans la tromperie elle-même. Michael ferma les yeux, assimilant l'ampleur de la trahison de Sarah. Ce n'était pas juste de l'infidélité, c'était une guerre psychologique menée contre quelqu'un qui n'avait jamais soupçonné être attaqué. Il y a autre chose, continua Rebecca doucement. Je l'ai suivie à un rendez-vous médical hier. Cabinet d'obstétrique. Les yeux de Michael s'ouvrirent brusquement. Quoi? Elle est enceinte, monsieur Anderson. D'après le calendrier et les hommes avec qui elle a été, il est impossible de savoir qui est le père sans test ADN. Rebecca marqua une pause. Elle vous en a parlé? Non. Michael sentit la pièce tourner légèrement. Non, elle ne m'a rien dit. D'après le calendrier, elle ne le sait peut-être pas encore elle-même, ou elle planifie peut-être comment vous le présenter. Michael quitta la réunion avec le sentiment de s'enfoncer dans des sables mouvants. Chaque révélation aggravait sa situation, la rendant plus complexe, plus dévastatrice émotionnellement. Sarah n'était pas seulement infidèle, elle portait l'enfant d'un autre homme et, d'après son schéma de tromperie, elle essaierait sans doute de le faire passer pour le sien. Ce soir-là, il s'assit dans son bureau, fixant les preuves compilées par Rebecca, photographies, relevés bancaires, documentation chronologique, déclaration de témoins de Jack Rivers. Le dossier contre Sarah était accablant et irréfutable. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Michael s'autorisa à ressentir toute la portée de sa rage, pas la colère brûlante de la découverte, mais la fureur froide et calculatrice d'un homme qui avait été systématiquement détruit par quelqu'un en qui il avait totalement confiance. Sarah lui avait volé 2 ans de sa vie avec ses mensonges. Elle avait dépensé leur argent pour ses trahisons. Elle l'avait humilié avec ses propres amis et voisins. Et maintenant, elle était enceinte d'un autre homme, se préparant à ajouter la fraude de paternité à sa liste de tromperies. Michael ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher des avocats spécialisés en divorce à Austin. Pas n'importe quels avocats, les meilleurs, les plus impitoyables, se spécialisaient dans les divorces à hauts enjeux et réputés pour protéger les intérêts de leurs clients avant tout. Sarah pensait contrôler la situation, gérant ses tromperies tout en maintenant son confortable mode de vie intact. Elle n'avait aucune idée que son mari méthodique et analytique allait retourner ses mêmes compétences contre elle. La chasse aux preuves était terminée, maintenant, il était temps de planifier la revanche parfaite. Comme invoquée par ses pensées, Sarah apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, arborant un sourire doux et tenant 2 tasses de thé. « Tu travailles tellement dur ces derniers temps, dit-elle, posant une tasse sur son bureau. J'ai pensé que ça pourrait te faire plaisir. » Michael la regarda, voyant clairement pour la première fois en des années, l'épouse aimante, l'enseignante dévouée, la femme qui s'était fait tatouer pour commémorer leur relation. Où tout cela n'était qu'un mensonge soigneusement construit. « Merci, dit-il en acceptant le thé. C'est très attentionné. » Sarah rayonna sous le compliment, puis embrassa le sommet de sa tête avant de le laisser seul avec ses plans. Michael sirota le thé et retourna à ses recherches, déjà impatient de voir le moment où le monde de Sarah s'effondrerait autour d'elle. Elle voulait jouer avec sa vie, il allait lui montrer ce qui se passait quand quelqu'un avec ses ressources et sa détermination décidait de jouer à ses jeux en retour. Le chiffre 14 représentait peut-être ses conquêtes, mais Michael était sur le point de prouver que, dans le jeu de la tromperie, le joueur le plus dangereux était souvent celui qu'on avait sous-estimé dès le départ. 2 semaines après que Rebecca Martinez eut remis son rapport final, Michael Anderson était assis dans la salle de conférence de Hartwell Preston Associates, le cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille le plus prestigieux d'Austin. En face de lui, Eleanor Hartwell, une femme dont la réputation pour son plaidoyer impitoyable l'avait rendue à la fois crainte et respectée dans les cercles juridiques du Texas, examinait le dossier complet de preuves qu'il avait compilé. « C'est extraordinairement minutieux, dit Eleanor, sa voix portant le ton mesuré de quelqu'un qui avait vu toutes les formes de destruction conjugale mais pouvait encore être impressionné par une préparation exceptionnelle. Relevés financiers, preuves photographiques, déclarations de témoins, documentation chronologique, vous avez pratiquement construit un dossier de procureur. » Je voulais être certain, répondit Michael. Aucun espace pour le doute, aucune possibilité pour elle de monter une défense efficace. Eleanor leva les yeux des documents, étudiant Michael avec le regard analytique qui l'avait rendu légendaire dans les salles d'audience. « Monsieur Anderson, je dois vous demander directement, quel résultat recherchez-vous ?
Parce qu'avec des preuves aussi complètes, nous pouvons envisager plusieurs stratégies différentes. Je veux qu'elle perde tout, dit Michael sans hésiter. La maison, les économies, toute prétention à une pension alimentaire. Je veux que son emploi soit résilié et sa réputation détruite. Je veux qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Le Texas est un État sans faute pour le divorce, mais l'infidélité peut encore influencer la division des biens, surtout lorsqu'il y a des preuves de dissipation des actifs conjugaux. Eleanor tapota les relevés financiers. Ses frais d'hôtel, ses factures de restaurant, ses retraits d'argent où elle a financé ses liaisons avec des biens conjugaux. Cela nous donne un levier significatif. Et la grossesse ? L'expression d'Eleanor devint plus sérieuse. Si vous pouvez prouver que l'enfant n'est pas de vous, cela élimine toute obligation potentielle de pension alimentaire pour l'enfant. Mais si elle essaie de prétendre que c'est le vôtre et que vous voulez contester la paternité, nous aurons besoin de preuves ADN. Michael fouilla dans son attaché-caisse et produisit une enveloppe scellée. J'ai déjà obtenu cela. Eleanor haussa un sourcil. Comment ? Des échantillons de cheveux de sa brosse, traités par un laboratoire privé. Les résultats comparent son ADN avec des échantillons des 3 paires les plus probables. La voix de Michael resta stable et professionnelle. L'enfant est de Marcus Webb. Mon meilleur ami. Ancien meilleur ami. Eleanor hocha lentement la tête. Cela change tout. La fraude de paternité est une affaire sérieuse, et cela ajoute une autre couche à notre dossier pour détresse émotionnelle et préjudice intentionnel. Ils passèrent l'heure suivante à planifier ce qu'Eleanor appela le cas de destruction conjugale le plus complet qu'elle ait traité en 20 ans. Chaque aspect de la stratégie de Michael était conçu pour être juridiquement inattaquable tout en étant maximalement dévastateur pour la vie et l'avenir de Sarah. Ce soir-là, Michael rentra chez lui pour trouver Sarah dans la cuisine, préparant ce qui semblait être un dîner spécial. Des bougies étaient allumées sur la table de la salle à manger, et elle portait la robe bleue qu'elle avait portée pour leur dernier anniversaire. Son comportement trahissait une excitation presque maniaque. « Tu es rentré. » Le sourire de Sarah était radieux alors qu'elle s'approchait pour l'enlacer. « J'ai une merveilleuse nouvelle, et je voulais que tout soit parfait quand je te l'annoncerai. » Michael se laissa enlacer, notant à quel point la performance de l'affection lui venait facilement maintenant. « Quelle est l'occasion ? » « Assieds-toi, » dit Sarah, le guidant vers la table de la salle à manger. « Je vais apporter le dîner, et ensuite nous parlerons. » Sur du saumon et des asperges, des plats qui avaient autrefois été parmi les favoris de Michael mais qui maintenant avaient un goût de carton. Sarah prépara son annonce avec l'habileté de quelqu'un qui avait soigneusement répété le moment. « Michael, ces derniers mois m'ont fait réaliser à quel point j'aime notre vie ensemble, » commença-t-elle, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. « À quel point je veux construire quelque chose d'encore plus beau avec toi. » Michael serra doucement sa main, notant comment le tatouage du chiffre 14 était clairement visible lorsqu'elle gesticulait. « Je ressens la même chose. Je suis allé chez le médecin cette semaine, » continua Sarah, sa voix devenant douce et émue. « Michael, nous allons avoir un bébé. » La performance était irréprochable. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes de joie apparente, sa voix tremblait de ce qui semblait être un bonheur écrasant, et tout son langage corporel exprimait une anticipation excitée. Si Michael n'avait pas connu la vérité, il aurait été complètement convaincu par sa sincérité. « Un bébé ? » Michael laissa une joie émerveillée teinter sa voix. « Sarah, c'est une nouvelle incroyable. Je sais que c'est inattendu, mais je suis tellement heureuse. Nous parlons de fonder une famille depuis si longtemps, et maintenant, ça arrive enfin. » Sarah essuya une larme. « Es-tu heureux ? » Je suis bouleversé, dit Michael, ce qui était entièrement vrai, mais pas pour la raison que Sarah imaginait. Ça appelle une célébration. À quoi penses-tu ? Michael fit semblant de réfléchir, bien qu'il ait planifié ce moment depuis des jours. Tu te souviens de ce restaurant en ville où nous avons dîné pour notre premier anniversaire ? Chaleron. Je pense que nous devrions y aller demain soir, rendre ça spécial, inviter quelques amis proches pour partager la nouvelle. L'expression de Sarah vacilla presque imperceptiblement. Une micro-expression d'inquiétude que quelqu'un de moins observateur aurait pu manquer. Oh, je ne sais pas si nous devons en faire tout un plat. Peut-être devrions-nous garder ça discret pour l'instant, juste entre nous. Absurde, insista doucement Michael. C'est la plus grande nouvelle que nous ayons jamais eue. Je veux la partager avec les personnes qui comptent le plus pour nous. À qui penses-tu inviter ? Marcus, bien sûr, dit Michael.
Et peut-être les chaînes. David et Linda sont devenus de si bons amis. Oh, et Tom Henderson d'en face. Il traverse une période tellement difficile avec son divorce, une bonne nouvelle pourrait lui remonter le moral. Chaque nom frappa Sarah comme un coup physique, bien qu'elle essaya de cacher ses réactions. Michael observa attentivement son visage, notant comment son sourire devenait plus forcé à chaque invité suggéré. Ça semble merveilleux, dit Sarah finalement, mais peut-être devrions-nous attendre quelques semaines. Je suis encore en train de tout assimiler moi-même. Demain soir, dit Michael fermement. Je suis trop excité pour attendre. Je ferai les réservations et appellerai tout le monde aujourd'hui. Cette nuit-là, alors que Sarah dormait difficilement à ses côtés, Michael fit les dernières préparations pour ce qu'il en était venu à considérer comme le dernier souper de Sarah. Il confirma les réservations à Chaloron, parla avec Rebecca Martinez du calendrier et envoya des messages soigneusement formulés à Marcus Webb, David Chen et Tom Henderson. Les messages étaient identiques. Peux-tu me rejoindre à Chaloron demain à 19 h? J'ai besoin de discuter de quelque chose d'important avec toi. Ça concerne Sarah. Aucun d'eux ne déclina. Le vendredi soir arriva avec la clarté nette d'une nuit de printemps au Texas. Michael s'habilla soigneusement avec son meilleur costume, un costume en laine italienne bleu marine que Sarah l'avait aidé à choisir pour leur anniversaire 3 ans auparavant. Sarah portait la robe verte qui mettait ses yeux en valeur, et son maquillage était impeccable malgré sa nervosité évidente. « Tu es magnifique », lui dit Michael alors qu'il se préparait à partir, et il le pensait. Même en sachant ce qu'il savait, il pouvait encore voir la femme qu'il avait captivée 12 ans auparavant. La tragédie n'était pas qu'elle était devenue laide, c'était que sa beauté cachait quelque chose de monstrueux. Chaloron occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville d'Austin, offrant des vues panoramiques sur les lumières de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Michael avait requis une salle à manger privée, ostensiblement pour l'intimité, mais en réalité pour contenir ce qui allait se dérouler. Ils arrivèrent les premiers, et Michael commanda du champagne pendant qu'ils attendaient leurs invités. Sarah devenait plus agitée à chaque minute qui passait, vérifiant constamment son téléphone et faisant des conversations banales qui devenaient de plus en plus tendues. Marcus Webb arriva le premier, l'air confus et légèrement inquiet. C'était un homme grand et athlétique, avec le charme facile qui l'avait rendu populaire à l'université et prospère dans sa carrière immobilière. Son sourire vacilla lorsqu'il vit Sarah, et Michael nota le regard qui passa entre eux, un éclair de reconnaissance et de panique à peine dissimulé. « Marcus, tellement content que tu aies pu venir, » dit Michael, se levant pour embrasser son plus vieil ami, notant combien Marcus serait dit au contact. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai invité quelques autres personnes. Nous avons des nouvelles à partager. » David Chen arriva quelques instants plus tard, suivi de Tom Henderson. Les deux hommes réagirent à la présence de Sarah avec un inconfort visible, bien qu'ils essayassent de le cacher derrière des salutations polies et des conversations décontractées. Alors qu'ils s'installaient autour de la table, Michael pouvait sentir la tension crépiter dans l'air. Sarah était devenue pâle sous son maquillage, et les trois hommes continuaient à se jeter des regards avec des expressions de crainte croissante. Avant de commander, dit Michael. Levant un verre de champagne, je veux porter un toast. À Sarah, ma belle épouse, qui vient de m'annoncer la plus merveilleuse nouvelle. Michael, dit Sarah doucement, peut-être devrions-nous. Sarah est enceinte, annonça Michael, sa voix résonnant clairement dans la salle à manger privée. Après 12 ans de mariage, nous allons enfin devenir parents. Les réactions furent tout ce que Michael avait espéré. Marcus blêmit et renversa son verre d'eau. David Chen fit un bruit d'étouffement et dut s'excuser pour aller aux toilettes. Tom Henderson fixa simplement Sarah avec une expression d'horreur. N'est-ce pas merveilleux, continua Michael joyeusement. Bien sûr, il y a juste un petit problème avec notre heureuse nouvelle. La pièce était devenue complètement silencieuse, hormis le jazz doux jouant sur le système sonore du restaurant. Le bébé n'est pas de moi. Le flûte de champagne de Sarah glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet. Michael, de quoi parles-tu? Je parle du fait que tu as eu des liaisons avec ces trois hommes, dit Michael, sa voix restant conversationnelle, presque amicale. Je parle du fait que tu as utilisé le salon de tatouage de Jake Rivers comme ton bordel personnel pendant les 2 dernières années. Je parle du tatouage du chiffre 14 sur ton poignet pas la date de notre anniversaire, mais un compte de tes conquêtes. Marcus commença à se lever. Écoute, Michael, je peux expliquer. Assieds-toi, Marcus, dit Michael, son ton ne changeant pas, mais avec une fermeté sous-jacente.
Nous n'avons pas fini. Rebecca Martinez apparut dans l'embrasure de la porte de la salle à manger privée, suivie par Eleanor Hartwell et un homme que Michael ne reconnut pas. Sarah regarda les nouveaux arrivants avec une terreur croissante. « Sarah, continua Michael, j'aimerais te présenter mon avocate, Eleanor Hartwell, et le Dr James Patterson d'Austin Genetic Lab. Le Dr Patterson a des informations intéressantes concernant ta grossesse. » Le Dr Patterson consulta un dossier et parla d'un ton clinique, comme s'il livrait des résultats médicaux. D'après l'analyse ADN effectuée sur des échantillons de cheveux, la probabilité que Michael Anderson soit le père biologique du fœtus est de 0%. La probabilité que Marcus Webb soit le père biologique est de 99,97%. Marcus enfouit son visage dans ses mains. Sarah fixa Michael avec une expression d'incrédulité absolue. « Comment » murmura-t-elle. « Comment ai-je découvert » ? Jake Rivers me l'a dit. « Comment l'ai-je prouvé » ? J'ai engagé la meilleure enquêtrice privée d'Austin. « Comment ai-je obtenu ton ADN » ? Des cheveux de ta brosse. Michael sirota son champagne calmement. La meilleure question est, comment as-tu pensé que tu pourrais t'en tirer comme ça ? Eleanor Hartwell s'avança et plaça une épaisse enveloppe en craft devant Sarah. Madame Anderson, ce sont les documents de divorce. Vous recevez également une ordonnance de cessation et d'abstention concernant tous les actifs conjugaux, qui ont été gelés en attendant l'issue de la procédure. Sarah ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, parcourant les documents juridiques. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. Vous avez très peu de droits, en fait, interrompit Eleanor. Les tribunaux du Texas voient d'un mauvais œil l'adultère, surtout lorsqu'il implique une dissipation des actifs conjugaux et une tentative de fraude de paternité. Vous aurez droit à vos effets personnels et à tous les actifs que vous pouvez prouver avoir apportés au mariage. Tout le reste avec mon client. Et mon emploi, demanda Sarah désespérément. Rebecca Martinez prit la parole pour la première fois. Le district scolaire de Maple Grove Elementary a reçu un tuyau anonyme concernant une conduite inappropriée entre membres du corps enseignant. Étant donné que M. Chen ici présent est également employé par le district et qu'il existe des photographies de vous deux dans des situations compromettantes, je soupçonne que vous serez tous deux confrontés à une résiliation d'emploi. David Chen parla enfin, sa voix à peine audible. Michael, s'il te plaît, j'ai des enfants. Je ne peux pas perdre mon travail. Tu aurais dû y penser avant de décider de coucher avec ma femme, répondit Michael calmement. Les actions ont des conséquences, David. Vous êtes tous sur le point d'apprendre cette leçon. Tom Henderson était resté silencieux tout au long de la confrontation, mais maintenant il leva les yeux avec un regard désespéré. Que veux-tu de nous ? De vous, rien. Vous avez déjà perdu votre mariage, votre maison et votre relation avec vos parents une fois qu'ils apprendront pourquoi vous séjournez vraiment chez eux. Michael tourna son attention vers Sarah. De toi, je veux une reconnaissance. Je veux que tu admettes, devant tout le monde ici, exactement ce que tu as fait. La contenance de Sarah s'effondra complètement. Des larmes coulèrent sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Michael, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la vie confortable que je t'ai fournie pendant que tu t'amusais avec d'autres hommes. Tu aimes avoir un mari respectable pour te cacher pendant que tu menais tes liaisons. Mais tu ne m'aimes pas, et je ne t'aime certainement plus. Michael se leva et ajusta sa cravate. Messieurs, vous êtes libres de partir. Je suis sûr que vous avez tous beaucoup à réfléchir sur la manière dont cette information deviendra publique. Sarah, tu as 72 heures pour retirer tes effets personnels de notre maison. Après cela, tout ce qui reste sera donné à une œuvre de charité. Où suis-je censé aller ? Demanda Sarah désespérément. Ce n'est plus mon problème. Michael regarda une dernière fois autour de la table. Oh, et Sarah, le chiffre 14 ? Tu devrais peut-être envisager de le faire recouvrir. Je doute que les futurs employeurs apprécient le symbolisme. Michael quitta le restaurant avec Eleanor et Rebecca, laissant Sarah seule avec les décombres de ses mensonges soigneusement construits. À travers les fenêtres du restaurant, il pouvait la voir affaissée sur sa chaise, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. C'était remarquablement retenu, commenta Eleanor alors qu'ils attendaient l'ascenseur. La plupart des gens dans votre situation auraient été bien plus émotifs. L'émotion est contre-productive, répondit Michael.
Je voulais qu'elle comprenne exactement à quel point elle avait été surpassée. La colère aurait dilué le message. 3 mois plus tard, Michael était assis dans le bureau de son nouvel appartement à Dallas, examinant le décret de divorce final. Sarah avait reçu exactement ce qu'Eleanor avait prédit, ses effets personnels et rien d'autre. La maison s'était vendue rapidement, augmentant les actifs déjà substantiels de Michael. Sarah avait quitté Austin entièrement, selon le rapport final de Rebecca, sa carrière d'enseignante était terminée. L'entreprise immobilière de Marcus Webb s'était effondrée sous le scandale, et David Shen avait été forcé de déménager dans un autre État pour trouver du travail. Tom Henderson était retourné chez son ex-femme, implorant une autre chance de réconciliation. Michael avait accompli tout ce qu'il avait entrepris. La vie de Sarah était en ruine, leurs amis communs avaient choisi leur camp uniformément contre elle, et il était libre de construire une nouvelle vie sans le poids de la trahison au-dessus de lui. Son téléphone vibra avec un message texte de Jake Rivers, « Vu les nouvelles sur ton ex dans le journal local. J'espère que tu vas bien. Si tu veux parler, je suis là. » Michael sourit et répondit, « Merci, je vais très bien. » Il regarda autour de son nouvel appartement moderne, propre, rempli de meubles qu'il avait choisis lui-même plutôt que de compromettre avec les préférences de Sarah. Sur son bureau trônait une photo de sa remise de diplôme universitaire, le montrant avec ses parents et son groupe d'amis d'origine, avant que le mariage ne complique tout. Demain, il commencerait son nouvel emploi dans une firme prestigieuse à Dallas, un poste qui offrait à la fois une croissance professionnelle et une distance géographique des souvenirs de son ancienne vie. Il avait déjà commencé à sortir avec prudence, avec la sagesse durement acquise de quelqu'un qui comprenait que la confiance devait être gagnée plutôt que donnée librement. Le chiffre 14 avait représenté les conquêtes de Sarah, son compte secret de trahison. Mais pour Michael, il était devenu autre chose, un rappel que parfois, les défaites les plus dévastatrices pouvaient devenir la fondation des victoires les plus complètes. Il avait fait confiance totalement et avait été trahi absolument, mais il avait aussi prouvé que la vengeance, lorsqu'elle était exécutée avec patience et précision, pouvait être une forme de justice. Michael Anderson referma le décret de divorce et le rangea dans un classeur, mettant littéralement et figurativement le passé derrière lui. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités et de nouvelles relations construites sur la fondation solide de la vérité plutôt que sur les sables mouvants de la tromperie. Le chiffre 14 ferait toujours partie de son histoire, mais il ne la définirait plus. Ce chapitre était terminé, et il était enfin prêt à écrire le suivant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.